ce webinaire Moi sans tabac sur le rôle du chirurgien dentiste dans le repérage, la prise en charge du tabagisme. Donc, il est organisé dans le cadre du Mois sans tabac par le comité francilien Mois sans tabac, dont le RESTAD fait partie. Donc, c'est pour ça qu'on on est un peu hôte de ce webinaire. Juste quelques règles, mais je pense que tout le monde a déjà son micro de coupé, mais n'hésitez pas à couper votre micro quand vous n'avez pas la parole. Et puis pour poser des questions, vous pouvez le faire dans l'encart commentaire, chat, ou si besoin à la fin de la présentation, peut-être à l'oral. Je laisse peut-être ma collègue présenter l'intervenant. Oui, pour présenter cette formation, c'est Adrien Brun, qui est donc maître de conférence en parodontologie et également praticien hospitalier, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Mais Adrien, je vous laisse vous présenter, vous le ferez certainement beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Merci au RESPAD de me permettre du coup de faire cette conférence dans le cadre du mois sans tabac. Donc effectivement, je travaille à l'Université Paris-Cité, également à l'hôpital Henri Mondor, où j'intègre ce sujet à l'ensemble de mes consultations et j'ai plaisir à le partager aujourd'hui avec vous. L'idée de cette conférence, ça va être de discuter de la place du sevrage tabagique pour nos patients fumeurs dans le cadre de nos consultations au quotidien. Contrairement à d'autres types de consultations qui peuvent se faire en addictologie, l'idée de mon propos, ce n'est pas de dédier une consultation au sevrage tabagique, mais c'est de l'intégrer dans notre quotidien, dans la prise en charge de nos patients. C'est pour ça que moi, je trouve que dans l'approche que j'ai au quotidien, en tout cas, je m'intéresse pas particulièrement aux éléments qu'on est amené à connaître facilement, qui vont concerner l'ensemble de la population, sur le chiffre d'affaires de l'industrie du tabac qui pousse à la consommation, sur le nombre de morts chaque année, sur toutes les substances qui sont présentes dans une cigarette. Moi, je vais plutôt m'intéresser aux éléments très concrets qui vont nous amener à communiquer avec le patient. Et même si l'ensemble de ces éléments que je viens de citer et bien d'autres sont nécessaires à mieux appréhender le sujet, euh, moi, je me suis formé à cette thématique-là. Euh, et donc, je m'en sers comme base, élément de réflexion, mais dans mon quotidien, en tout cas, je vais aller beaucoup plus dans l'accompagnement du patient en ayant quelques notions qui vont le guider au mieux et qui sont essentielles. Essentielles pour un chirurgien dentiste, puisque je considère que le chirurgien dentiste est très bien placé pour accompagner le patient au sevrage tabagique et plus particulièrement je trouve qu'il a sa place au sein même de sa spécialité dans l'accompagnement au sevrage. C'est-à-dire que, à mon sens, il n'y a pas de question de légitimité au sevrage, d'adressage obligatoire. Le chirurgien dentiste, de par sa spécialité médicale, peut accompagner et doit accompagner le patient. Alors, au-delà des grandes notions qui sont présentes et que j'ai citées préalablement, il y a des notions qui nous intéressaient particulièrement. Le fait que la nicotine a un rôle dans l'addiction, c'est vrai, mais également dans la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Et en bouche, ça va avoir un impact particulier puisque ça va atteindre la cicatrisation et ça va favoriser le développement de certaines maladies. Ça va notamment, avec l'effet de la chaleur, être amené à détruire la consommation de tabac, je parlais notamment de cigarettes, va amener à détruire les tissus gingivaux de manière plus importante et de favoriser le développement des parodontites, par exemple, en augmentant également la virulence de certaines bactéries parodonto-pathogènes. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit les grandes notions générales qu'on est tous censés pouvoir connaître. C'est très important d'avoir à l'esprit les quelques éléments, à mon sens, hein, surtout les quelques éléments qui vont nous amener à communiquer avec le patient, mais on reviendra dessus. Moi, j'aime bien toujours m'appuyer sur cette étude pour commencer mon propos. Alors,
Sur l'accompagnement au sevrage tabagique, hein, comme beaucoup, j'ai commencé initialement par ne pas m'y intéresser dans le sens où j'ai toujours considéré que c'était, en tout cas à l'initiation de ma formation, pour les spécialistes, et notamment les addictologues. Et puis au fur et à mesure, pour avoir discuté avec des addictologues, pour m'être formé au sujet, j'ai compris que c'était tout autant de notre responsabilité. Alors, il y a très peu d'études sur l'accompagnement au sevrage tabagique en France en particulier, mais il y en a un certain nombre quand même qui permettent de comprendre en quoi l'apport d'un professionnel de santé en accompagnement permet d'aller vers le sevrage. Pour les chirurgiens dentistes, j'ai pas retrouvé d'études particulières, mais je trouvais cette publication assez intéressante, une publication qui est faite auprès de médecins, après participation de médecins au sevrage tabagique de patients. Et pour eux, ils voient dans cette étude une saturation de l'efficacité des conseils d'arrêt du tabac après un certain temps. Et on voit un ralentissement au-delà de 300 minutes, avec quand même globalement une stagnation autour de 90 minutes. Mais en fait, mon propos, il va pas être là justement, il va pas être sur l'effet de saturation, il va être sur l'effet d'augmentation. On voit bien qu'après 3 minutes de conseil, on augmente déjà le pourcentage de patients qui vont aller vers le sevrage tabagique. Après une demi-heure, on l'augmente de manière encore plus importante. Et on a tendance facilement à se dire que comme ce n'est pas de notre compétence, ce n'est pas de notre responsabilité, et on va simplement essayer d'orienter le patient vers un addictologue. Alors des addictologues, il y en a, mais finalement, par rapport au nombre de patients qui vont voir un chirurgien dentiste, en proportion de patients qui vont aller voir un addictologue, il y en aura très peu. Et puis, l'avantage qu'on a quand on suit nos patients, quand on les prend en charge, c'est qu'on les connaît. Et puis, on voit l'impact direct du tabac dans leur bouche et de fait l'impact sur peut-être leur motif de consultation, et c'est une de nos grandes forces. Il n'est pas toujours simple pour un médecin généraliste, par exemple, d'aborder la notion du sevrage tabagique avec un patient qui vient le voir pour une douleur au genou ou une douleur à la hanche. Nous, dans notre contexte de spécialiste de la sphère orale, on va avoir un impact direct du tabac qui va être évident. Évident d'un point de vue clinique, avec une action directe du tabac sur l'aspect visuel euh, de la sphère orale, de la gencive, de la langue. Hein. Ça, on va retrouver des dépôts plus importants. On va retrouver des leucokératoses tabagiques, par exemple. Et puis, on sait que la consommation de tabac est un facteur de risque de gingivite et de parodontite, euh, et qu'elle est associée, bien entendu, à des cancers. On y reviendra, mais ça, c'est un sujet que j'aborde peu puisqu'il est très connu par les patients et moi, je me concentre sur ce que je peux leur apporter moi-même. En tout cas, ce que je veux retenir de cette étude, c'est que par le conseil minimal, le fait de l'aborder en tant que professionnel de santé, ça va permettre d'aller plus vers le sevrage. Et donc, encore une fois, mon propos va être centré sur ces interventions brèves mais précises, axées sur notre spécialité médicale pour aller vers l'accompagnement au sevrage et notamment l'utilisation et la prescription de substituts nicotiniques. Alors, pareil, hein, quand j'ai appris à aller vers le sevrage tabagique, je me suis intéressé au patient dans sa globalité. Et j'ai dû prendre du recul dans mon approche pour apprendre à considérer le fait de fumer comme une addiction et donc comme une maladie et non pas associé au souhait ou à la volonté du patient. J'ai compris que dans cette logique-là, il fallait que j'accompagne le patient au sevrage et non pas simplement que j'essaye de le motiver par une approche motivationnelle qu'on verra juste après, mais c'est-à-dire en ayant des phrases choc ou des éléments qui ont envie de l'amener au sevrage par ma propre volonté à moi et non pas par la sienne. J'ai décidé de fait de placer mon rôle comme un accompagnant pour essayer de limiter les envies irrépressibles de consommer du tabac pour le patient, c'est-à-dire l'accompagner au mieux pour lui permettre d'aller vers la diminution
voire vers l'arrêt du tabac. Et donc, à la fois, je me suis positionné en tant que spécialiste de la sphère orale, concerné par la consommation de tabac, et en tant que spécialiste qui a les compétences et les connaissances pour se positionner au moment où le patient en a besoin. L'approche motivationnelle dont je vous parlais un petit peu plus tôt est, à mon sens, assez instable, dans le sens où le patient qui a peur d'une maladie va parfois se forcer à arrêter. Il va se forcer à arrêter, mais il n'aura pas toujours suivi le cheminement qu'il était nécessaire pour lui de prendre, parfois progressif, souvent progressif, pour pouvoir, à chaque étape, stabiliser son avancée et envisager son sevrage dans la durée. Et quand on s'appuie sur l'approche motivationnelle uniquement, donc la peur de la maladie, le coût du tabac, on voit bien que les études montrent que l'augmentation du coût du tabac, par exemple, a un effet très important au moment où il y a une augmentation du coût du tabac, et puis au bout de quelques mois ou quelques années, a un effet plus relatif, puisqu'il y a une adaptation. Et il y a également un choix qui est fait a posteriori de pouvoir éventuellement reprendre en fonction de cette adaptation. Si le tabac devient coûter trop cher, mais qu'on rencontre quelqu'un qui peut nous vendre, par exemple, une cartouche qui a été achetée à l'étranger, et ben, on va pouvoir en profiter. Et donc finalement, le fait qu'il n'y ait pas eu de cheminement avec simplement une action un peu coup de poing, va amener au risque de récidive. Ou parfois l'intention de protéger son bébé, hein, les femmes enceintes qui s'obligent à arrêter parce qu'elles sont enceintes et qui par la suite, comme malheureusement elles n'ont pas toujours été accompagnées, vont reprendre. Donc l'approche motivationnelle, le fait d'avoir une raison d'arrêter est importante, hein, mais en tout cas, le fait d'avoir une raison qui est sans accompagnement est toujours difficile. Et donc, moi, je vais essayer de positionner mon propos en essayant de comprendre quel est le souhait du patient et non pas en passant par cette approche motivationnelle unique, en identifiant une maladie, par exemple, et en disant au patient qu'il ne pourra pas être soigné ou qu'il ne pourra pas y avoir de guérison si on ne prend pas, si on n'arrête pas l'utilisation du tabac, mais, mais plutôt autour à la fois de ses envies, de ses difficultés, et lui apporter des éléments d'information autour, par exemple, de la maladie. Donc, ce qui va être très intéressant, à mon sens, c'est déjà de définir l'objectif du patient dans tout ça. Est-ce que le patient, il va aller vers la diminution ou vers l'arrêt? Alors, moi, j'ai appris au début à accompagner le patient à l'arrêt immédiat. Le fait de dire c'est maintenant et c'est pas demain. La problématique de ça, pour moi, c'est que on voit tout de suite qu'on a un gros frein parce que le patient a peur. En sortant de notre structure de soins, qu'on soit en ville ou à l'hôpital, le patient n'est pas souvent prêt à arrêter tout de suite de fumer, surtout si ce n'était pas son motif de consultation initiale. Il faut bien avoir à l'esprit que ici, on se positionne dans une logique d'accompagnement dans le cadre d'une consultation dont le motif de consultation n'était pas le sevrage tabagique. De fait, le patient qui vient nous voir et avec qui on va aborder le sujet du sevrage tabagique, ou on y reviendra un petit peu plus tard, mais avec qui le patient va aborder lui-même le sevrage tabagique, mais on l'aura accompagné, euh, dans cette consultation, finalement, la diminution ou la possibilité de la diminution sans l'arrêt immédiat est souvent vue comme une délivrance par le patient. Et c'est ce qui va faire qu'il va accepter de rentrer dans la discussion avec nous. Encore une fois, je pense que l'approche est un peu différente, peut-être quand on a une consultation dédiée à l'addictologie. Mais là, dans le cadre quotidien de la consultation en chirurgie dentaire, le plus intéressant me semble vers l'ouverture de la possibilité d'aller vers la diminution. En termes de temporalité, il est souvent conseillé de définir une date d'arrêt de consommation du tabac.
C'est quelque chose que je fais honnêtement très peu. Parce qu'en allant vers l'arrêt, en se fixant un objectif précis, je trouve que on ravive certaines craintes du patient de ne pas arriver à cet objectif. Alors même qu'en n'en fixant pas, on a souvent des belles surprises sur la diminution de la consommation de tabac et sur l'arrêt. Comme je vous le disais, je motive très peu le patient par la peur en elle-même. Je vais rarement parler aux patients du cancer qu'on peut avoir en bouche. Ici, l'exemple d'un carcinome épidermoïde, dont un des facteurs de risque est la consommation de tabac. Pas seul, bien entendu, facteur de risque complémentaire d'autres facteurs. C'est un sujet que j'aborde très peu parce que, comme je vous le disais, je sais que les patients sont au courant. Ils sont au courant parce que c'est un sujet qui fait l'actualité depuis un grand nombre d'années et qui accompagne le sevrage et les politiques nationales de sevrage depuis des années. On retrouve d'ailleurs de nombreuses photos de patients qui présentent un cancer sur les paquets de cigarettes. Mon objectif n'est pas de faire peur aux patients. Mon objectif est de l'accompagner vers la diminution de l'arrêt du tabac dans le périmètre de mes compétences et dans ce que j'observe, c'est-à-dire une parodontite, une gingivite, une kératose en bouche, une langue chargée, une sécheresse buccale, une destruction d'une partie de la gencive, si elle est fine, associée à la chaleur, des colorations en bouche multiples qui gênent peut-être d'un point de vue esthétique, en tout cas tous les éléments qui m'amènent vers mes sujets de compétences. Bien entendu que, particulièrement moi dans mon activité quotidienne, je m'intéresse également aux patients qui présentent des cancers et je les prends en charge. Et si un patient présente plusieurs facteurs de risque de cancer, je vais en parler et je vais notamment parler du tabac. Mais pour la plupart de mes patients, ça ne va pas être mon point d'accroche principal parce que je trouve que la motivation par la peur est une motivation qui fonctionne avec certains et qui ne fonctionne pas avec beaucoup à partir du moment où le patient ne se sent pas concerné. Dans le cadre de ma consultation habituelle, je vais relever les éléments qui concernent le patient. Ses antécédents médicaux et chirurgicaux, la présence d'une grossesse en cours ou passée, la situation professionnelle, bien entendu la consommation tabagique, mais encore une fois, je ne la mets pas en avant. Cela fait partie de mon interrogatoire, l'utilisation d'une cigarette électronique éventuelle, la consommation d'alcool ou encore le poids. Et quand la consommation tabagique est présente, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir le degré de motivation à l'arrêt du tabac du patient. Mais je me retiens beaucoup et systématiquement de lui poser la question. Soit c'est un sujet que le patient aborde lui-même au moment, par exemple, du questionnaire médical, soit c'est un sujet que j'aiderai le patient à aborder par la suite, mais je souhaite absolument que ça soit le patient qui l'aborde. Tout simplement parce que si le sujet est abordé par le chirurgien dentiste, alors même qu'il est en train de faire son bilan initial et que le patient n'est pas venu le voir pour cette notion de sevrage tabagique, il va se créer vraiment une scission dans les discours entre ce que le patient est prêt à entendre et ce que le chirurgien dentiste veut apporter comme information. Alors même que si on fait en sorte que le patient aborde le sujet lui-même, il va pouvoir nous parler de ce dont il a envie de parler et nous allons pouvoir rebondir dessus, et ça c'est extrêmement important, pour l'accompagner au mieux en fonction de sa propre spécificité au sevrage tabagique. Ici, je vous donne l'exemple d'une patiente de 53 ans qui est atteinte de parodontite de stade 3 et de grade C généralisée associée à la consommation de tabac. Ici, la superposition des vues cliniques et radiographiques qui peuvent être une aide à la discussion avec la patiente. Cette patiente, quand je la reçois, je lui fais, comme je l'ai précisé en amont, le questionnaire classique et j'avance dans ma consultation.
Je fais mon questionnaire, je fais mon examen clinique endobuccal. Bien entendu que je me suis intéressé à l'exobuccal en parallèle. Je prescris un bilan radiographique ou je réalise quelques radiographies ou j'ai à ma disposition des radiographies que la patiente a apportées en consultation. Et puis, je vais petit à petit aborder le sujet pour lequel elle est venue, ici dans son contexte, des mobilités, des saignements, finalement sa parodontite. Je vais m'appuyer dessus pour lui expliquer quels sont les facteurs étiologiques principaux associés à la parodontite. Le fait qu'il y ait une dysbiose dans un contexte où le brossage n'est pas assez efficace et où on va avoir, en fonction de la réponse de l'hôte, une destruction plus ou moins importante. Puis, je vais expliquer l'importance du tartre, les conséquences des mobilités que j'observe et de la perte osseuse que j'observe. Tout au long de mon discours, je vais faire en sorte de ne pas parler du tabac, mais de l'aborder en fond, pour qu'à la fin, alors même que le sujet a été réabordé en fond à plusieurs reprises, je vais simplement préciser, poser une question à la patiente en lui disant qu'il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé, qui impacte directement la bouche et qui la concerne elle, qui impacte directement les parodontites et qui la concerne directement elle, et je lui demande si elle comprend le sujet dont je lui parle. Comme petit à petit, j'ai fait en sorte qu'elle comprenne que ce sujet soit le seul que je n'ai pas abordé, la plupart du temps, la très grande majorité du temps, quasi systématiquement, la patiente comprend, et cette patiente l'a compris, que c'est du tabac dont je voulais parler. Et puis, je ne dis plus rien. Parce que si c'est la patiente qui en parle, généralement, elle dit, oui, effectivement, j'ai compris, je pense que vous voulez parler du tabac, des cigarettes. Et je ne dis plus rien, si ce n'est que je confirme que c'est bien de ça dont je voulais parler. À partir de là, comme je laisse une place à la patiente pour en parler, la patiente va forcément en dire quelque chose. Oui, j'en suis bien consciente, mais oui, j'en suis bien consciente et j'aimerais bien être accompagnée à aller vers l'arrêt. Ou j'ai bien compris, mais ce n'est pas le moment. A priori, au tout début, où je m'intéressais à ce sujet-là, je pensais que beaucoup de patients n'étaient pas intéressés pour diminuer ou arrêter de fumer. Je me trompais. Aujourd'hui, je sais que beaucoup sont intéressés à ce qu'on les accompagne et qu'on prenne un peu de temps pour les accompagner. Il est assez rare, alors moi je considère que 5 à 10% c'est assez rare sur l'ensemble des patients qu'on voit, qu'un patient me dise je ne veux pas arrêter de fumer. Dans ces 5 à 10%, j'ai plutôt des patients qui me disent ce n'est pas le moment. Vous comprenez, au travail c'est compliqué, ce n'est pas le moment. Si un patient commence en me disant ce n'est pas le moment, je préfère ne pas en parler. Je lui réponds tout simplement que j'ai bien compris, que j'espère qu'il a compris que c'était un sujet d'importance pour les soins que nous allons réaliser, que nous pourrons éventuellement engager une partie des soins, mais pas forcément tous les réaliser ou tous les réaliser dans de bonnes conditions, et que nous n'aurons pas forcément la cicatrisation que nous souhaitons, mais que nous pouvons engager le traitement, bien entendu. Et à partir de là, je demande au patient ou à la patiente si il m'autorise, elle m'autorise, à en reparler éventuellement à d'autres moments quand ce sera plus le moment, selon elle ou selon lui. Et très souvent, il l'accepte, mais ces quelques patients, 5 à 10% des patients, sont des patients pour lesquels on ne peut pas aborder le sevrage tabagique en tant que tel immédiatement. On aura rajouté
un élément supplémentaire à leur réflexion qui est déjà initiée. Beaucoup des patients qui viennent nous voir au quotidien pour une prise en charge, que ce soit à l'hôpital ou en ville, sont des patients qui ont plus de 35 ans. La majorité sont des patients qui ont plus de 35 ans, 40 ans. Ce sont des patients qui ont déjà réfléchi au sevrage, pour la plupart, pour la grande majorité, qui ont déjà des éléments dans leur vie qui leur a fait basculer d'un côté ou de l'autre. Et nous venons d'en rajouter un. Et d'ailleurs, souvent, je pensais en amont que je n'avais pas de légitimité et que ce n'est pas moi qui allais faire arrêter le patient de fumer. Mais ce n'est pas moi, de toute façon, qui fait arrêter le patient de fumer. C'est moi dans un cycle où peut-être que je suis, sur une échelle de la motivation, je suis proche de la motivation vers le sevrage. Mais c'est pas aberrant finalement à 35, 40, 45 ans de se dire que le patient, il a d'autres éléments qui l'ont motivé et nous, on vient et on en rajoute de manière supplémentaire. Et donc plutôt que de considérer que le patient, il part de zéro, je considère que je ne sais pas d'où part le patient et qu'il est peut-être très proche d'aller vers le sevrage et que je peux être la personne qui va l'accompagner vers ce sevrage. À partir de là, le dialogue est lancé, l'échange est lancé et très souvent, le patient accepte de continuer la discussion sur le sujet. Il nous en parle soit vraiment très spontanément, soit on a besoin de l'aider un petit peu plus. Et quand on a besoin de l'aider un petit peu plus, mais et qu'on est un peu bloqué dans les échanges, je lui pose une question qui fonctionne quasi systématiquement. Je lui demande si vous décidiez aujourd'hui d'arrêter, alors moi je nuance beaucoup, d'arrêter ou de diminuer. Quelle confiance auriez-vous dans votre capacité à y parvenir? Zéro, alors je suis pas très fan du chiffre zéro ici, mais disons zéro signifie aucune confiance et 10 signifie totale confiance. À partir de ce moment-là, je n'ai pas demandé au patient s'il souhaitait arrêter de fumer ou non, je l'ai laissé parler et je lui pose une question qui l'oblige à répondre. Parce que s'il me répond non à une question de type fermé, hein, où on peut répondre que par oui ou par non, s'il me répond non, ça me bloque l'ensemble de la discussion. Si le patient va de répondre à une question ouverte de ce type, ne me laisse quasiment que des ouvertures. Le seul équivalent au non ici est le zéro. Si le patient me dit même un, je lui demande pourquoi un et pas zéro. Pourquoi 2 et pas zéro. Pourquoi 4 et pas 3. À partir de là, le patient va de lui-même mobiliser les propres éléments qui le concernent et qui font qu'il imagine pouvoir arrêter de fumer. Alors cette question, elle est intéressante, très intéressante, et elle ouvre à une grande discussion la plupart du temps. Mais j'ai mis 3 et pas 2, j'ai mis 3 et pas zéro, parce que j'ai déjà réussi à diminuer. Il y a quelques années, je fumais 20 cigarettes, j'ai réussi à passer à 15 pendant 2 mois. Et puis après, j'ai repris parce que c'était un peu compliqué. Ou alors, ben, j'ai mis 5 parce que j'accompagne mes nièces à l'école le mercredi et il n'est pas question qu'elles me voient fumer. Donc, sur toute cette période, je ne fume pas et puis je ne veux pas que ça sente le tabac dans la voiture. Donc, je ne fume pas. Voilà. Ça, c'est deux exemples d'éléments qu'on m'a rapportés, que des patients m'ont rapportés et qui m'ont beaucoup intéressé, puisque tout d'un coup, grâce à cette question qui donne pour nous 9 possibilités de réponse intéressantes, positives, ouvertes à la discussion, et une seule qui, du coup, est bloquante, ça nous permet d'engager vraiment les échanges et d'aller un peu plus en amont. Alors, on pourrait voir finalement, alors même s'il n'y a pas de correspondance immédiate hein, entre les chiffres et les données qui sont écrites ici, mais voilà, le zéro, c'est soit le premier, soit le deuxième.
Tout le reste, c'est de l'ouverture. Et voire même le deuxième ici, là, je pense que je devrais arrêter de fumer, mais je ne le souhaite pas vraiment, est une ouverture. Si je pense que je devrais arrêter de fumer, mais pourquoi le pensez-vous? Quels sont les éléments qui vous font y penser? Qu'est-ce qui fait dire que vous ne le souhaitez pas vraiment? Et à partir de là, en tout cas, on peut échanger. La discussion vers le sevrage, l'accompagnement vers le sevrage, c'est beaucoup d'échanges, mais de l'échange progressif et adapté à chaque situation. Je dirais que dans mon quotidien, ça va concerner une dizaine de minutes lors d'une première consultation, parfois 15 ou 20 lorsque le patient en parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai considéré que j'avais le temps. Sinon, je répartis ce temps-là sur plusieurs consultations. En tout cas, sur les consultations de suivi, je dirais que c'est plutôt de l'ordre de 1 à 3 minutes en fonction du temps que le patient a envie d'y consacrer et du besoin en fonction de ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué. Mais euh, en tout cas, ce ne sont pas des temps qui sont extrêmement importants. Et je peux décider moi-même de l'étaler sur plusieurs consultations en fonction de mes possibilités. Et ça qui est vraiment, vraiment très important. Quand un patient me dit tout sauf le zéro, ça me permet d'aborder la notion de l'accompagnement au sevrage, y compris par la prescription de substituts nicotiniques. Et de quelque chose que je croyais assez complexe, un des premiers tests dont on me parlait qui présentait 8, 16 questions pour savoir quel patch on devait prescrire aux patients. J'ai fini par comprendre qu'avec deux questions, représentées ici sous forme d'un tableau, on arrivait à savoir euh, vers quoi orienter le patient. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisque aborder ce sujet-là, ça nous permet de savoir ce que le patient sait sur le sevrage. Un certain nombre de patients vont d'emblée dire qu'ils ont déjà tout essayé et qu'ils n'arrivent pas à arrêter de fumer. Ils ont déjà essayé les patchs et ils n'arrivent pas à arrêter de fumer. Moi, maintenant, la façon dont je réagis à un patient qui répond ainsi, c'est simplement de lui poser la question, mais que voulez-vous dire par tout essayer? Que voulez-vous dire par j'ai essayé les patchs? Et à partir de là, on engage la discussion et on s'aperçoit que la plupart du temps, en fait, ils ont essayé une fois les patchs qu'ils ont achetés eux-mêmes. Alors je leur demande, avez-vous déjà été accompagné? La plupart du temps, la réponse est non. Et ils ont essayé un peu. Ils ont pris un patch, ils l'ont mis, ça a marché, ça n'a pas marché. Ils ont voulu arrêter de fumer, ça ne les a pas fait arrêter de fumer. Ils ont considéré qu'ils étaient dans l'échec. Dans ce cas-là, ça me permet de rebondir. Et je vais vous partager quelques éléments d'importance qui permettent de rebondir sur le sujet. Je demande aux patients, mais comme je vous le demande à vous, saviez-vous que si on met un patch, on n'est pas obligé d'arrêter de fumer du tout? Je demande aux patients également, savez-vous que si on met un patch tout seul, ce n'est pas suffisant? En effet, mettre un patch n'interdit pas de fumer. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et ça, je le précise bien à mes patients. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais ce n'est pas une interdiction. Le fait de mettre un patch tout seul, les études ont montré que ça avait peu d'utilité et qu'il fallait absolument associer une forme buccale avec. Bah ça, moi, j'en avais entendu très peu parler avant. Une forme buccale, c'est soit une gomme, très peu utilisée, surtout chez nos patients qui ont souvent une force masticatoire qui est diminuée, de moins en moins utilisée même de manière générale dans la population. Mais du coup, on le verra, il y a des pastilles, des comprimés sublinguaux qui sont utilisés, il y a aussi des sprays, et on pourra en parler par la suite. Mais simplement en connaissant ces quelques éléments qui pour moi sont ceux d'importance plus que de connaître l'ensemble des goudrons qui sont présents dans le tabac et qui vont être associés à des cancers ou à d'autres pathologies. Ce qui est pour moi important, c'est de connaître les éléments qu'on va aborder. Savoir donc que le tabac impacte sur la gencive, sur la maladie parodontale, sur la cicatrisation après une chirurgie, sur les chances de succès de la mise en place d'un implant, oui, mais également savoir que quand on prescrit du coup des substituts nicotiniques, on va pouvoir avoir un remboursement, enfin le patient va pouvoir avoir un remboursement,
qu'il faut absolument associer une forme orale à un patch et qu'il existe du coup différents types de patchs et différents types de formes orales. Ainsi, en ayant ces différents éléments sous la main, ça va nous permettre d'explorer l'ambivalence du patient, hein, le fait qu'il sait qu'il doit arrêter de fumer, ne serait-ce que par l'exposé qu'on lui a donné de la pathologie qu'il avait en bouche. Mais pourtant, il sait aussi qu'il aime fumer, ou alors qu'il a trop pris l'habitude de fumer, ou alors que ça accompagne son café, ou que ça lui fait faire ses pauses avec ses collègues, et que c'est devenu de la routine pour lui. Donc, explorer cette ambivalence de je sais que ce n'est pas bon pour ma santé, mais, eh bien ça, il faut qu'on mette un petit peu le doigt dessus, et après, c'est au patient de nous en parler. Un patient qui va nous dire, euh, moi, je fais ma pause avec mes collègues, on va fumer une cigarette 5 fois par jour. Comment je fais? Je ne lui réponds surtout pas. Je ne lui dis pas, bah, vous devez changer de collègue. Je lui réponds par une question. Je lui pose par exemple la question, mais est-ce que tous vos collègues fument? Ou encore, est-ce que c'est le seul type de pause que vous faites? Et à partir de là, je lui laisse en comprendre ce qu'il souhaite. Je ne fais pas un plaidoyer pour le changement immédiat en lui proposant des solutions. Je lui pose des questions. Ce qui va permettre de renforcer sa confiance parce que c'est lui-même qui va trouver les solutions. Ah oui, effectivement, c'est vrai que j'ai un groupe de collègues qui ne fument pas, je pourrais faire des pauses avec eux plus souvent. Ce n'est pas moi qui lui ai dit au patient de faire des pauses avec ses collègues qui ne fument pas. Je lui ai simplement posé la question pour savoir si tous ses collègues fumaient. Et du coup, ça renverse vraiment l'approche et ça remet dans les mains du patient les solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est du coup très efficace. Dans les substituts nicotiniques, on parlait des patchs, on parlait des comprimés ou des pastilles. Dans les discours, je précise aux patients en fonction des deux questions qu'on a vues préalablement, hein, combien de cigarettes il fume et combien de temps après s'être levé il fume la première cigarette. Je prescris les patchs du 7, du 14 ou du 21 et je privilégie en première intention les patchs de 24 heures. Ces patchs de 24 heures vont éviter l'envie irrépressible qui est présente généralement au lever. Mais il faut savoir que ces patchs de 24 heures, par un apport de nicotine toute la nuit, vont parfois empêcher de dormir, voire faire des cauchemars. Et ça, si vous ne prévenez pas vos patients, ben, le patient va arrêter très vite, après la première nuit, voire la deuxième. Si par contre vous le prévenez que ça va prendre quelques jours et qu'il ne dormira pas forcément très bien, mais que petit à petit ça va aller mieux, ce qui est le cas la plupart du temps, le patient va réussir progressivement à l'accepter. De la même manière que si vous ne prévenez pas un patient que quand il va passer les brossettes, ça va saigner, et au bout de la première fois, voire même de la deuxième fois, s'il vous laisse une deuxième chance, il va arrêter, parce qu'il aura l'impression qu'il se blesse en passant les brossettes. Si vous ne dites pas au patient qu'il va y avoir, s'il a une parodontite, des espaces noirs qui vont apparaître entre les dents après avoir passé les brossettes, il va arrêter de passer les brossettes et il perdra confiance en vous. Ça, c'est si vous ne lui expliquez pas. Mais si vous lui expliquez que c'est la diminution de l'inflammation et que même si c'est pas ce qu'on aurait souhaité, c'est cohérent puisqu'il a perdu de l'os, mais que ça va mieux et que ça monte la cicatrisation, et ben il vous fait confiance. Si vous lui expliquez que ça va saigner la gencive pendant quelques jours, mais que ça va diminuer puis s'arrêter, eh bien, quand il va voir que c'est vrai, il va encore plus persévérer, il va vous faire confiance. Ici, c'est pareil avec les patchs. De la même manière qu'il faut préciser à un patient qu'un patch ne doit jamais se retrouver au même endroit et qu'il peut quasiment le mettre sur toutes les parties du corps tant qu'il n'y a pas de tatouage ou qu'il n'y a pas trop de poils dessus. Et ça évite notamment les irritations de surface, puisque beaucoup de patients partent avec une idée qu'ils sont allergiques aux patchs. En fait, il y a une irritation qui se crée avec certaines colles. À partir du moment où vous dites au patient de changer d'endroit, il va finir par s'habituer et ça va bien se passer. Et puis si vous lui dites, non mais de toute façon, si jamais vraiment avec ce patch-là ça ne fonctionne pas, vous demandez au pharmacien, il vous donne une autre marque et peut-être que vous serez plus à l'aise. Et bien dans ce cas-là, ça fonctionne mieux. Et puis vraiment, pour en revenir aux 16 heures versus 24 heures, si vous dites au patient, bon, si vraiment au bout de trop de nuits, vous n'arrivez plus à bien dormir, mais passez au patch de 16 heures. Il faudra juste savoir que l'envie elle sera un petit peu plus importante le matin.
Et puis après, moi, je discute avec mes patients pour savoir comment ils ont fait pour arrêter de fumer et ce qui les a motivés. Et notamment, les pastilles, ça fonctionne très bien, les pastilles, les comprimés. Les patients, du coup, aiment bien parce que ce qu'ils font, et ça, je le retranscris à mes patients, je leur dis, ben, vous savez, ce que les patients font, c'est que comme ils ont le droit à beaucoup de comprimés de pastilles, généralement, ce qu'ils font, c'est que ils en prennent une quand ils ont envie de fumer, puis si ça leur passe l'envie pour une demi-heure, bah, c'est déjà une demi-heure, et puis ils essaient d'en prendre une deuxième, et puis ils voient ce que ça donne, et puis si ça leur fait passer pendant encore une demi-heure, une heure, bah, finalement, il s'est passé une heure, voire parfois plus, avant qu'ils aient de nouveau envie de fumer. Et puis après, s'ils ont vraiment envie de fumer, ils fument. Et à partir de là, je demande à mes patients, mais voilà, ce que mes autres patients m'ont dit, ça vous paraît cohérent? Et ils arrivent à trouver leur place là-dedans et à faire à leur propre façon. Et du coup, ça les accompagne vers le sevrage et ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on ne pense. Là, je peux vous dire que j'ai à peu près 9 patients sur 10 qui fument, qui acceptent d'en parler. Voilà. D'en parler dès la première consultation, je parle là. Quasiment tous ces patients aujourd'hui, du fait que j'aborde les choses ainsi, me demandent de partir avec l'ordonnance de substitution nicotinique après. Ça ne veut pas dire que tous engagent le sevrage, ça veut dire que quasiment tous, je dirais peut-être 8 sur les 9 qui acceptent d'en parler, veulent repartir avec une ordonnance. Et après, je dirais que sur le sevrage, j'ai à peu près entre 40 et 60% de succès sur ces patients-là d'accompagnement au sevrage. Alors après, le succès, comment est-ce qu'il se définit? Est-ce que c'est une diminution très forte? Est-ce que c'est un arrêt? Ça fera l'objet d'un débat si vous souhaitez en parler tout à l'heure. Mais si finalement, en quelques semaines, en quelques mois, le patient a diminué drastiquement sa consommation de tabac, bah, c'est déjà un succès. Et s'il a encore quelques cigarettes par jour, ben, c'est qu'il n'est pas prêt à les arrêter. Et dans ce cas-là, on continue à l'accompagner. Si maintenant le patient va avoir besoin de substituts et ne diminue pas pendant des semaines et des semaines, c'est qu'il faut revoir sa prescription de substitut nicotinique ou son approche motivationnelle et on le reverra. Parce que quand on prescrit un patch notamment et qu'on prescrit des pastilles, le patient il est censé être dans une situation confortable. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé avoir encore envie vraiment de fumer. Ou alors seulement dans des moments très particuliers. La cigarette du matin, on sait qu'elle est difficile. La cigarette après manger à midi, elle est difficile aussi. Et puis en fonction des patients, bah, ça peut être la pause café, ça peut être le jeu de cartes le soir avec des amis. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance et on ne peut surtout pas choisir nous-mêmes quels sont les éléments, les cigarettes les plus importantes. Ce qui nous aide à avancer à ce niveau-là, c'est souvent de poser la question aux patients, non pas de quelles sont vos cigarettes, du coup, que vous pouvez éliminer, mais quelles sont les cigarettes qui sont les plus importantes. À partir de là, le patient vous répond. Et vous pouvez tout de suite embrayer en disant, vous avez compris que ça veut dire qu'il y en a probablement qui sont un peu moins importantes. Et à partir de là, c'est pas une vraie question, mais le patient rebondit souvent et dit oui, effectivement, cette cigarette, je pense que je pourrais m'en passer. C'est pas à vous de lui dire celle-là et celle-là et celle-là. Vous pouvez vous en passer. C'est à lui de rentrer dans cette logique-là et de vous faire des propositions. Et donc, vous avez cette approche qui est une approche qui va s'intéresser beaucoup au patient en lui-même. C'est une approche qui va, de fait, euh, donner au patient les clés du sevrage tout en le laissant choisir. Et si le patient est confortable, voilà, il y aura que ces moments-là, éventuellement peut être abordée la notion de la cigarette électronique. La cigarette électronique, aujourd'hui, elle est reconnue comme un élément de sevrage. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Mais moi, personnellement, je ne l'aborde pas en tant que substitut nicotinique volontairement. Je laisse le patient l'aborder. Je considère que si le patient ne l'aborde pas, c'est qu'il n'avait pas besoin de l'aborder. Si le patient l'aborde, j'en parle tout à fait honnêtement avec lui. Mais je lui dis bien que c'est un élément qui peut aider au sevrage, et notamment parce qu'il rapporte un geste, mais que ça doit être vu comme une aide au sevrage. Et comme c'est le patient qui l'a abordé, ça me permet de le voir sous cet angle-là. Parce qu'il y a quand même de l'addiction au geste qui est présente. Mais l'avantage de la cigarette, cigarette électronique, c'est qu'on peut gérer la dose de nicotine, la faire diminuer progressivement, garder le geste, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, du coup, certains patients en ont besoin de pouvoir accompagner leur quotidien avec ça. Et je me suis aperçu avec le temps que quand c'est moi qui en parlais, les patients en avaient beaucoup plus besoin, enfin en tout cas, essayer de passer beaucoup plus par ça
que quand je les laisse l'aborder. Et du coup, j'essaye vraiment de m'adapter à eux et que ce soit eux qui me parlent vraiment de l'ensemble de ces sujets. Si le patient est en sous-dosage, eh ben, il a encore trop envie de fumer. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le patch n'est pas adapté. Donc il faut augmenter la dose. Et oui, si on doit mettre deux patchs, on met deux patchs. D'accord. Et ça, c'est pas une problématique. À partir du moment où on revoit régulièrement le patient, mais c'est le cas de nos patients, on les revoit régulièrement. Un patient qui présente une pathologie en bouche, c'est rare qu'on le voit qu'une fois par an. Et donc, on n'a pas besoin de créer de consultations liées au sevrage, on l'intègre dans nos consultations habituelles. Alors, bien sûr, on ne va pas respecter les règles de la dictologie, avec du coup un nombre de jours qui peut être défini pour pouvoir accompagner un patient dans ses addictions. Mais déjà, on le fait et c'est déjà super. Et si finalement le deuxième rendez-vous, il est que dans 3 semaines au lieu d'être dans 2 semaines, bah, c'est déjà super. Si maintenant il est dans 2 semaines, eh ben, c'est encore mieux. Si on reparle de ça avec le patient que 3 mois plus tard, au lieu d'en reparler à 6 semaines, eh ben, c'est déjà quand même très bien puisque on l'a intégré à notre pratique quotidienne. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Entre je n'essaye pas et finalement je vais laisser ça à d'autres et on voit bien que ça ne se fait pas, que ça ne se transforme pas parce qu'il y a très peu de patients qui vont faire la démarche d'aller voir un addictologue, parce qu'il y a très peu d'addictologues disponibles en proportion. Entre ça et le fait d'avoir pris quelques minutes au fur et à mesure des consultations, d'avoir prescrit des substituts nicotiniques et de reparler aux patients un petit peu régulièrement, a fait que ça fonctionne. Alors, il faut accepter aussi qu'on ne soit pas parfait au début, qu'on doive réadapter le dosage, qu'on doive reparler de tout ça avec le patient et, et qu'on soit aussi tout simplement peut-être au début pas très à l'aise avec ça. Mais quand on soigne notre première carie, quand on fait notre premier détartrage, quand on fait notre première avulsion, on n'est pas très à l'aise et puis petit à petit on s'améliore. Et ben c'est exactement pareil avec le sevrage, sauf qu'il faut accepter que c'est majoritairement laisser le patient parler, mais l'accompagner vers parler de ce sujet-là. Les surdosages, j'en parle peu pas parce qu'ils sont très rares, d'accord? Mais si on le précise au patient en amont, ben, il sait que s'il a vraiment encore beaucoup envie, il va devoir nous recontacter, voire tout simplement de lui-même remettre un patch supplémentaire en attendant qu'on le voie. S'il est en surdosage, ben, il sait qu'il va diminuer du coup sa consommation de patchs, sa quantité par exemple de nicotine apportée par les patchs. Et si on le prévient en amont, ça va très bien se passer. Si on ne le prévient pas, par contre, ça va être compliqué. Et donc ça, c'est très important parce que plus vous prévenez le patient, plus il vous fait confiance. Et quand il voit que ça arrive, il se dira tout simplement, bah, c'est ce qu'il m'avait dit, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et donc du coup, je vais suivre ses recommandations. La prescription des patchs, du coup, elle peut se faire soit sur un ordonnancier classique où vous écrivez avec éventuellement quelques conseils la prescription d'un patch nicotinique, d'accord, avec le dosage, soit vous prévoyez à l'avance des ordonnances toutes faites où vous n'avez plus que des cases à cocher, ça c'est vous qui le voyez. Pour les patchs, en fonction du tableau dont on a parlé juste avant, ça va être des patchs de 7, 14 ou 21 en équivalent 10, 15, 25 pour des patchs de 16 heures. Les gommes à mâcher en médecine bucco-dentaire, moi, j'en prescris quasiment pas. Par contre, je prescris soit des pastilles, soit des comprimés. Du coup, ce que je préviens juste le patient, c'est que ça n'a toujours pas très bon goût. Donc, il faut qu'il le sache et qu'il change de goût jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui lui plaise, qui peut monter jusqu'à 10-15 par jour et que ça peut beaucoup l'aider. Idéalement sans sucre quand même, pour éviter du coup d'augmenter le risque carieux. Et puis, on refait le point régulièrement. Donc vraiment dans cette logique-là, d'accompagner le patient au quotidien, je me positionne avec des conseils qui sont les miens, mais qui sont ceux aussi des patients qui m'ont été rapportés avec cette notion d'utiliser une pastille en première intention, puis une seconde, puis sinon bah, de fumer si vraiment c'est trop compliqué. Le but, c'est de ne pas en arriver à un point de rupture où il arrête tout. Donc ça va être d'aider le patient éventuellement à identifier les situations défavorables, comme on en parlait tout à l'heure, les pauses, mais jamais en orientant le patient nous-mêmes, d'accord, en lui faisant envisager de trouver une solution, une nouvelle activité ou une nouvelle organisation qui va lui permettre d'aller vers le sevrage et éventuellement de discuter de l'intérêt d'une transition par la cigarette électronique.
Nous, on a vraiment un poids assez important, hein. Ici, par exemple, bon, ce patient qui présente une fluorose, mais il a aussi des colorations tabagiques. Ici, après un aéropolissage, simplement des éléments de communication pour lui montrer qu'effectivement, on voit tout de suite les effets du tabac. Alors là, par décoloration, mais également par la teinte de la gencive ou la langue. On voit vraiment les effets du tabac et ça, c'est jamais bon signe. Le patient, en lui montrant des photos de sa bouche, parfois ici un avant-après, mais parfois simplement le avant, hein, la première fois qu'on le voit, ça peut être très parlant pour lui. Alors, j'aborde très peu en conclusion le contexte de l'urgence qui est bien entendu un contexte ici, donc gingivitis ulcéro-nécrotique, chez une patiente qui est fumeuse, qui est bien entendu un contexte où on va être obligé d'aborder le tabac. On voit bien ici une décapitation des papilles. Le tabac n'est pas le seul facteur, mais le tabac fait partie des facteurs d'importance. Bien entendu qu'on va l'aborder. Mais c'est difficile parce que les patients d'urgence, on ne les reverra pas tant que ça. Si on ne les revoit pas tant que ça, on n'arrivera pas forcément tant que ça à les accompagner. Et donc, bien entendu qu'on doit aborder le sujet, mais il faut vraiment donner les éléments d'importance le plus synthétiquement possible et proposer d'en rediscuter lors d'une autre consultation. Et c'est là où on va pouvoir éventuellement soulever le sujet sur du plus long terme. Pour réussir à accompagner au sevrage, bah, déjà j'espère que je vous ai donné quelques éléments qui vous ont parlé pour vous sentir plus à l'aise pour accompagner vos patients. Mais il existe d'autres outils, hein. Tabac Info Service vous propose des dépliants. Alors sur le volet professionnel, il faut simplement créer son compte et il vous les envoie gratuitement. À vous de sélectionner si vous voulez une affiche. Ça permet déjà de montrer aux patients, par exemple dans la salle d'attente, que c'est un sujet que vous pouvez aborder ou simplement lui remettre des petits fascicules de conseils. En tout cas, c'est gratuit et c'est toujours intéressant. Et puis, je vous invite à aller voir leur application qui est également assez intéressante pour accompagner le patient tout au long de ce sevrage. Et si vous connaissez déjà ça, eh ben, le patient aura encore plus confiance en vous. Alors, il existe plusieurs structures qui permettent d'accompagner avec des formations, hein, au-delà de cette conférence, qui est une conférence qui ne fait qu'aborder quelques-uns de ces éléments de manière assez succincte. Il existe notamment le RESPAD, hein, qui aujourd'hui, du coup, a permis l'organisation de cette conférence, mais qui propose des outils et des formations à l'accompagnement au sevrage. Et vous avez même ce cours en ligne qui a été réalisé par la Société francophone de tabacologie et qui est sur le PNS, le portail numérique santé, en accès libre et qui est sous forme de module et qui vous permet d'aborder toutes les notions que je n'ai pas pu aborder ici pour être encore plus à l'aise avec l'accompagnement au sevrage tabagique. Voilà, je vous remercie de votre attention. La webconférence, c'est un format qui n'est jamais très simple pour pouvoir échanger et transmettre, mais j'espère que j'ai réussi autour de ces éléments qui, je l'espère, étaient concrets pour vous, vous ont parlé, à vous convaincre que le sevrage tabagique, c'est un sujet d'importance, c'est un sujet qui nous concerne, c'est quelque chose qui fonctionne bien, pour lequel on peut s'orienter vers des consultations spécialisées, on peut décider. Moi, j'ai des collègues qui, à l'hôpital, font des consultations d'addictologie, des chirurgiens dentistes qui font des consultations d'addictologie pour leurs patients et ça fonctionne très bien. Et là, mon propos, c'était plutôt de vous montrer qu'aussi au quotidien, simplement avec vos patients, en prenant peut-être 10 minutes, alors à vous de réfléchir si c'est 5 minutes sur une première consultation, 5 minutes sur une deuxième, 5 minutes éventuellement sur une troisième s'il y a besoin de continuer ou alors 10 minutes sur une consultation parce que vous avez décidé d'y prendre un petit peu plus de temps. En tout cas, en que quelques minutes, vous pouvez aborder ce sujet-là et puis après le répartir au fur et à mesure en 1 et 3 minutes sur les prochaines consultations. Alors, avec le sevrage tabagique, en tant que chirurgien dentiste, on n'arrivera pas à vraiment gagner de l'argent, hein. Mais par contre, on aura la satisfaction d'avoir accompagné notre patient vers l'arrêt du tabac, vers la diminution des risques de nombreuses maladies, vers la facilitation de nos traitements et de la cicatrisation des maladies que nous avons objectivées. Et puis on peut quand même décider de le valoriser dans le cadre d'un bilan parodontal, par exemple, et de fait de pouvoir l'inclure dans son quotidien pour mieux prendre en charge nos patients.
Pour vous redonner quelques chiffres, quand on n'aborde pas le sujet, on va dire qu'à 6 mois, 1 an, il y a à peu près 11% de la population qui, de toute façon, qu'on les ait vus, qu'on les ait pas vus, se poseront la question du sevrage et iront vers le sevrage. Que si on l'aborde pendant 3 minutes, on rajoute presque 4% supplémentaires. Si on l'aborde du coup pendant un petit peu plus longtemps, on se rapproche des 10% supplémentaires. Et que si on l'inclut sur l'ensemble de nos consultations, moi, mes chiffres en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure et après un peu d'expérience, eh bien, on retrouve proche de 50% des patients au final qui ont engagé un sevrage et qui arrivent à se maintenir sur du long terme. 50% des patients, je trouve que c'est beaucoup. Et j'espère que vous arriverez à accompagner vos patients dans cette logique-là. Et puis que si finalement vous accompagnez ne serait-ce que 2 sur 10 de vos patients, c'est-à-dire sur une journée d'un chirurgien dentiste lambda, bah, à peu près, on va dire 2 à 3 patients par jour, pour certains un petit peu plus en fonction de type